Hervé Fischer est sans aucun doute un des esprits les plus féconds et des plus originaux de son temps. Artiste et philosophe, il est né en France, a étudié à l'École normale supérieure, obtenu un doctorat en sociologie de la couleur avant de s'établir au Québec où il a occupé divers postes de professeur d'université tout en parcourant la planète, de Venise à Sao Paulo et de Cuba à Pékin, mondialement réputé en multimédia. Auteur de nombreux livres tout aussi passionnants les uns que les autres, créateur et chercheur, Hervé Fischer est un esprit original, défricheur et inventeur de nos futurs. Bonjour madame, bonjour monsieur, bienvenue sur le plateau de l'émission Dialogue. Notre ambition est simple, nous essayons à l'aide d'experts de présenter, de mieux mesurer aussi à votre intention les principaux enjeux qui traversent notre temps, puis de dégager aussi des alternatives. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'on appelle, et ce dont certains doutent, la révolution numérique, avec l'aide d'Hervé Fischer, qui est notre invité aujourd'hui et qui a été présenté à l'antenne précédemment. Bonjour Hervé Fischer. Et vous avez remarqué aussi la présence d'Anne Goldenberg, qui est une multidoctorante, elle, en communication, en informatique, et qui essaiera de nous donner une poussée de réacteurs, pas de réaction, de réacteurs, tout à l'heure, en deuxième partie de l'émission, avant de partager un échange final. Alors, Hervé Fischer, d'abord, quel plaisir! J'ai fréquenté, mangé, sucé vraiment votre chemin de réflexion qui est extrêmement fécond et assez solitaire, mais en général, ça va ensemble. J'ai provoqué tout à l'heure dans ma présentation en parlant de certains doutes de la révolution du numérique. J'ai cru comprendre d'ailleurs dans votre livre, qui va nous servir de colonne à cette entrevue, La divergence du futur, que vous aussi, vous aviez un certain recul par rapport à ça. Vous disiez, c'était peut-être pas une révolution, mais la fin et un commencement peut-être aussi d'une belle évolution qui avait commencé avec, on va dire, Léonard de Vinci et la Renaissance. Oui, même avant, avec l'invention de l'alphabet phonétique. Oui. Ouais, il aurait fallu faire un alphabet binaire. Pourquoi ils n'y ont pas pensé? C'est vrai. Maintenant, ça y est, on a un alphabet binaire, effectivement, 1 ou 0. Mais on croit que c'est un changement radical. Ça l'est, parce qu'il y a toutes sortes d'applications. Mais la modification importante, c'est le passage de l'analogique au phonétique. C'est-à-dire des pictogrammes, des petits dessins pour représenter un homme comme en chinois ou une maison, etc., à un alphabet phonétique qui n'a plus aucun rapport avec la description du réel, qui devient une convention et qui permet donc une écriture et une pensée combinatoire beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et au fond, on est passé d'un alphabet de 26, 27, 28 lettres selon les cultures à un alphabet à 2 lettres. On pourrait penser que c'est le contraire du progrès, c'est tombé bien bas. En réalité, ça donne une puissance grâce à l'électricité pour les ordinateurs et on peut mettre en code binaire un poème de Baudelaire ou une déclaration de Socrate. Socrate était assez binaire, donc c'est facile pour Socrate. Mais si c'est Rimbaud ou si c'est Heidegger, c'est pas mal plus compliqué. C'est ça, au fond, il y a des choses comme ça qu'il faut repenser, qu'il faut re-questionner. Autrement dit, c'est un alphabet, c'est pas simplement une façon de combiner des lettres pour faire des mots, et puis avec les mots des phrases, c'est en fait penser d'une certaine façon un rapport à soi, au monde, à l'univers. Oui, c'est ça. Je dirais même, il y a une dimension biologique, parce que quand on pense avec des pictogrammes, ou quand on pense avec un alphabet phonétique, et quand on arrive à l'imprimerie qui découle aussi de ça, ou quand on pense comme la nouvelle génération d'aujourd'hui avec des liens,
l'exercice dans les réseaux des synapses pour le cerveau, ce n'est pas les mêmes opérations. Et par exemple, j'ai l'impression que les nouvelles générations dont on critique beaucoup la dépendance par rapport au numérique, le temps passé sur les écrans et les petits doigts pointus pour les petits claviers, en fait, c'est comme une construction du cerveau nouvelle qui est finalement beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide aussi, et ça va ensemble, fluidité et rapidité, que la pensée, on va dire, livresque, linéaire, que nous avons appris dans notre éducation. L'inconvénient peut-être, c'est que on pense plus lentement avec des mots écrits, des concepts, que dans l'oralité, par exemple. Et peut-être c'est un problème d'aujourd'hui. Vous mentionnez que j'étais parfois critique. C'est peut-être un problème actuel, c'est que d'une certaine manière, avec le numérique, on est dans une nouvelle oralité qui est beaucoup plus émotive, événementielle et éventuellement rapide comme du ping-pong, qui ne favorise pas trop la pensée philosophique qui prend son temps. Pour penser bien, il faut penser lentement. Quoi que dise Bill Gates, qui dit il faut penser vite pour penser bien, parce que lui il vend des logiciels. Ouais. Donc il faut que ce soit rapide. Mais dans moi j'essaye de faire de la philosophie sur Twitter, par exemple, avec des petites phrases de 140 caractères qui synthétisent une question. Et qui ont l'avantage, donc, c'est éventuellement plus lu que si j'écris un essai académique. C'est pas un avantage. Éditeur. Voilà. Oh, c'est pas très académique ce que j'ai écrit, mais en tout cas, c'est certain qu'il y a beaucoup de questions qu'il faut se reposer et que le numérique, au point de vue de l'approfondissement de la pensée, est problématique. Je dis pas que c'est une sorte de nouvel obscurantisme, parce que par ailleurs, grâce au numérique, grâce aux hyperliens en temps réel, tous les liens électroniques que nous avons, toute l'information que nous avons qui devient planétaire, cette conscience augmentée, comme je l'appelle, par rapport à la réalité augmentée. Vous savez, la réalité augmentée, c'est tous les liens qu'on peut avoir avec un téléphone intelligent quand on regarde un tableau, un monument, qui l'a peint, en quelle date, etc. La réalité augmentée, c'est très intéressant, mais la conscience augmentée, c'est beaucoup plus important. C'est par exemple la conscience planétaire. Et c'est par exemple l'indignation que je ressens quand j'apprends quasiment en temps réel tous les scandales humains qui ont lieu aux quatre coins de la planète. Et le savoir immédiatement crée pour moi et pour beaucoup de gens un sentiment d'indignation, de responsabilité et finalement une éthique planétaire. Et ça, c'est un paradoxe magnifique parce que le code binaire, dont je soulignais tout à l'heure que c'est trivial, que c'est basique, ça a l'air d'être une réduction par rapport à l'alphabet de 26 ou 27 ou 28 lettres. Finalement, le numérique permet une conscience planétaire et une éthique planétaire. Le numérique change nos idées grâce à la conscience augmentée et c'est un paradoxe qu'une technologie triviale crée de l'éthique planétaire. J'aime bien souligner ça parce que ça fait partie de mon optimisme par rapport au numérique. J'aime bien que vous parliez d'optimisme parce que très souvent, hein, c'est les dangers, les risques, bon, etc. On a raison d'ailleurs de développer la lucidité de ce côté-là. Oui. Mais il y a aussi une chance. Et vous parlez d'ailleurs comme s'il y avait que c'était, comme on dirait, le désordre intégral, ça part dans tous les sens, dans toutes les dimensions, puis on sait même plus s'il y a des sens et s'il y a des points cardinaux. Mais cette pensée-là, vous dites, c'est une pensée en arabesque, donc oui. Ça fait surgir des hasards positifs, finalement. Oui, si vous prenez par exemple, si j'écris en chinois, le pêcheur rentre à la maison pour le dîner avec son panier de poissons. En langage phonétique ou en écriture, c'est tout un petit récit, ça va prendre 2 lignes. En chinois, c'est 3-4 idéogrammes qui sont agrégés. Il y en a un pour dire que c'est un homme, il y en a un pour marquer un bateau ou un poisson, on sait que c'est un pêcheur. Il y en a un pour indiquer la maison. Et puis, donc, s'il va vers la maison, c'est probablement que sa femme l'attend pour faire cuire les poissons. Donc, en 2-3 petits idéogrammes dessinés, on a un récit. Et alors, ça motive, ça déclenche l'imagination
plus que de lire d'une façon, j'allais dire, plate et réductrice, un récit factuel. Et ça, c'est intéressant. Et pour les jeunes, le fait de naviguer d'un lien à un autre, de trouver des choses qu'éventuellement ils ne s'attendaient pas à trouver, c'est comme le poète, c'est une créativité. Donc là encore, c'est autre chose qui est intéressant, c'est que le numérique, réduction triviale à un code binaire 1-0, finalement, est un instrument d'excitation de l'imaginaire dans le bon et dans le mauvais côté. C'est-à-dire c'est une drogue, un psychotrope, et c'est aussi un excitant créatif. Parce que la dépendance de la drogue numérique, c'est aussi une chose qui est un problème actuel extrêmement. Je vais prendre une autre image. On parle de l'autoroute de l'information. Il y a des fois des images qui me font bien rire. Oui. En fait, ce que vous dites d'ailleurs là-dedans, et même dans le titre, ce qui vous intéresse, vous, c'est le chemin de traverse. C'est, oui. Tiens, d'un seul coup dans la grille, je peux sortir de l'autoroute et éviter le péage, finalement. Éviter le péage, c'est toujours intéressant, oui. Mais oui, si vous me permettez, je vais expliquer en 2 mots la divergence, avec un exemple que tout le monde connaît. Au début du 19e siècle, c'était l'académisme classique et même néoclassique. À l'époque de Napoléon Ier, il y avait comme une sorte d'austérité noir et blanc dans le vêtement, dans la peinture. Bon. Et par rapport à cette époque-là, on a eu des artistes qui se sont rebellés. Et par exemple, les impressionnistes, c'était des gens qui ne voulaient plus peindre dans un studio, dans un atelier, avec des éléments conventionnels de décor, qui voulaient plus peindre des thèmes de la mythologie ou des victoires de Napoléon à Austerlitz ou choses comme ça. Ben, en plus, il y avait la photographie Elle arrivait. Oui, elle arrivait en même temps que les impressionnistes, vous avez raison. Mais aussi, c'était des gens qui, ne voulant plus peindre dans l'atelier, sont allés dehors. Dehors, ils ont trouvé la lumière naturelle. Et alors là, ils ont eu un énorme problème. C'est comment peindre la lumière naturelle. On ne peut plus la peindre en noir et blanc, en clair-obscur. Donc, ils ont inventé de la peindre avec des petites touches juxtaposées et par exemple, l'ombre avec une petite touche bleue à côté d'une petite touche jaune pour la lumière. Donc, ils ont inventé un système. Et puis, comme ils étaient dehors, ils ont peint le monde ordinaire. Les gens qui dansent le dimanche à la guinguette, ceux qui rabotent le parquet, ceux qui ramassent les pommes de terre. Ça. Et donc, c'est parce que à un moment, ils ont refusé le système que tout le monde respectait. Ils ont été traités de marginaux, de barbouilleurs. Il y en a qui se sont suicidés. Ils ont connu la misère. C'est pas drôle d'être un divergent. Van Gogh, par exemple. Van Gogh, il s'est tiré une balle. Bon, oui. S'est coupé l'oreille. Mais c'est ce petit sentier de côté qui a fait que maintenant, il y a les couvercles de fruits confits, de boîtes de chocolat. C'est des peintures impressionnistes. Et puis, nous regardons un paysage avec des modèles de perception qui sont ceux des impressionnistes. Alors, effectivement, et on a oublié le néoclassicisme. Donc, ce petit sentier qui, d'abord, est mal reçu par la société, qui est une douleur pour le peintre, est en même temps une invention, et c'est celui qui devient l'autoroute. Okay. Alors, si on parle maintenant de la révolution du numérique, c'est vrai, on a les mêmes situations. Et je vais vous donner un exemple. Bill Gates, il pensait dans les années 1970 que les ordinateurs allaient devenir de plus en plus puissants, donc de plus en plus grands. Et il disait, naturellement, on n'aura jamais un petit ordinateur chez soi, c'est pas possible. Bon, finalement, c'est ce qui est arrivé. Les grands ordinateurs sont devenus petits, et puis nous avons tous des téléphones dits intelligents, des tablettes, des portables. Ça s'est complètement miniaturisé. Alors, c'est pas facile non plus de prévoir une divergence, de prévoir l'avenir, et le numérique nous pose tellement de questions, accélère le rythme de l'évolution, de sorte que c'est une époque fascinante où on commence toujours par se tromper. Et puis, les usages sociaux s'imposent et ça change tous les jours. C'est ça. Vous avez une formule assez magnifique. On connaît la formule de Pascal, l'homme est un roseau pensant, et vous dites un réseau pensant. Oui. Parce que ça aussi,
On a dit, ah ça y est, la machine va écraser l'homme, va le faire complètement disparaître, ce qui pour certains d'ailleurs serait de bon goût des fois. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. Oui. C'est simplement la singularité de la personne qui est obligée du coup de socialiser son questionnement et ses réponses. Hein. Exactement. Et ça, la notion de réseau social, c'est une donnée de base aujourd'hui, aussi bien pour la pensée, on va dire, la recherche scientifique que pour le marketing. Et même à titre purement individuel. Parce que si je parle à nouveau des jeunes, il faut bien reconnaître que les jeunes sont en situation de marginalité par rapport à la société adulte des baby-boomers. Ils ont du mal à trouver des emplois, ils n'ont pas de pouvoir, ils ont des frustrations considérables dans la vie réelle. Mais sur les réseaux sociaux, ils peuvent socialiser, ils peuvent se valoriser, ils peuvent développer 5, 10, un réseau de 20 000 amis. Ils peuvent aller sur la page Facebook de Coca-Cola où ils ont 22 ou 23 millions d'amis avec... Bon, quel plaisir. Ça pose d'autres questions. Mais c'est évident que l'évasion dans le monde numérique est une nouvelle sociabilité très importante pour les jeunes. Il ne faut pas se plaindre quand ils sont dans le sous-sol sur les réseaux sociaux et qu'ils délaissent la télévision ou les stéréotypes de la conversation familiale. Ils sont en réalité en aventure. Oui. Mais c'est là que c'est une révolution. Absolument. Parce qu'ils délaissent la famille, ils délaissent la télévision, ils décrochent de l'école. Aïe, aïe, où va-t-on? Oui, oui. Hein, c'est-à-dire les institutions traditionnelles, vous remontez ça au 19e siècle, oui. L'école, la politique telle qu'elle est instituée, même la science, la culture, enfin tous les grands mots à majuscules, toutes les idoles là commencent à tomber. C'est ce qu'on appelle aussi la postmodernité. Oui. C'est que les grands récits fondateurs sont un peu décrédibilisés. Nous sommes en crise. La crise du vieux monde et la crise du monde nouveau qui est en train de se bâtir. Et on ne sait pas très bien et on a beaucoup d'inquiétudes. Quelle tournure ça va prendre? Mais il n'y a rien de mieux qu'une certaine crise pour évoluer et pour créer. Un grand artiste, un grand philosophe, c'est celui qui remet en question les précédents. Et c'est celui qui marque l'histoire de l'art ou de la philosophie. Alors, donc, nous sommes là encore dans une période extrêmement créative, extrêmement intéressante. En même temps, nous vivons très dangereusement. Tout à l'heure, vous parliez de ce cher Socrate qui, lui, remettait en question les sophistes de son époque. Mais là, même lui-même, il passe à la casserole. D'ailleurs, à un moment, vous parlez aussi de Descartes, là. Oh là 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 là, bon héritage, merci grand-père, mais taisez-vous et restez au cimetière. Oui, bon, pour Socrate, il faut bien... je lui reproche d'avoir une pensée binaire. Il y a toujours un esclave de service, c'est pratique un esclave quand on est maître. Oui, oui. Alors, il dit à son esclave, est-ce bien vrai que le ciel est bleu? Oui, répond l'esclave. Est-ce bien vrai que la nuit est obscure? Oui, répond l'esclave. Donc, le jour n'est pas obscur? Non, répond l'esclave. Ce genre de pensée, c'est un peu simpliste et un peu risible. Mais il faut se rendre compte qu'à l'époque, il luttait contre la superstition, où tout pouvait être n'importe quoi. Et donc, il établissait, comme les arêtes du poisson, la structure de base d'une pensée rationnelle, déductrice, par rapport à des gens qui étaient de façon dominante superstitieux, qui voyaient des esprits partout, qui avaient des rituels magiques pratiquement. Et donc, c'est pour ça qu'il est quand même un fondateur du rationalisme occidental. Mais aujourd'hui, effectivement, je dis merci grand-père, on est rendu plus loin. C'est ça, puis ratio, c'est un terme quasiment de comptable. Ben oui. Un sou, c'est un sou. Oui. Le vase est bleu, dont vous parliez tout à l'heure. Oui, et dans la science contemporaine, on aborde les complexités, on envisage la loi du chaos. On se rend bien compte qu'un rationalisme simpliste ne permet pas de rendre compte des complexités. Et donc, on aborde par exemple une logique floue. Une logique floue, c'est impensable, mais justement, c'est l'ouverture. C'est que on ouvre la porte puis on expérimente. On va voir ce qui sort. C'est peut-être en ce sens-là que c'est la révolution. Tout à l'heure, vous disiez, il faut pas confondre tout et n'importe quoi, mais là, c'est n'importe quoi qui peut devenir le tout, finalement. Mieux ou pire que ça, c'est que maintenant, nous sommes aux commandes.
Oui. Quand nous modélisons une cellule, quand nous modélisons un processus, par exemple, chimique, est-ce qu'une molécule de l'industrie de la pharmacie va guérir une maladie? Au lieu de simplement de l'inoculer à des patients, on peut maintenant modéliser sur ordinateur, sur écran, tout le processus et rapidement voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'on synthétise, sinon la vie, en tout cas, des segments de processus biologiques, physico-chimiques. Et là, on se sent aussi aux commandes avec toute la responsabilité que ça implique de changer l'avenir, de le créer à notre main, à notre mesure, et on devient responsable de l'avenir. Bon, moi je suis athée, donc je ne crois pas tellement à la providence divine, mais beaucoup de gens croient encore dans la providence de la nature. Pour moi, la nature, ni Dieu ni la nature ne sont aux commandes de l'avion. Et il faut savoir où on s'en va, où on va atterrir. Ça veut dire que c'est une époque encore extrêmement fascinante à cause de, finalement, le pouvoir créateur que nous développons grâce aux technologies numériques et qui nous rendent responsables nous-mêmes de détruire la planète au point de vue écologique ou de détruire une population avec des drones, avec des bombes, etc. Là encore, l'éthique réapparaît comme un incontournable de cette créativité, de cette responsabilité. Je suis heureux qu'on termine sur le mot responsabilité, grâce à vous. D'ailleurs, on reprendra cet échange au niveau de l'éthique dans la troisième partie de cette émission. Là, je vais me rendre auprès d'Anne Goldenberg, qui frémit certainement pour réagir à vos propos. Anne Goldenberg est un bel exemple de divergence. Chercheuse, danseuse, artiste transdisciplinaire, elle détient un doctorat en communication et en sociologie. Inspirée par la libre culture, elle explore les relations entre les documents numériques, les dispositifs participatifs et l'action publique et collective. En tant que technoféministe, elle facilite également des démarches participatives d'apprentissage mutuel et de co-construction des connaissances. Bonjour, bienvenue à Dialogue, Anne Goldenberg. Pendant que j'échangeais avec notre ami Hervé Fischer, je vous regardais avec mon troisième œil et je me disais, la première question que je vais lui poser, c'est est-ce que, c'est une question féministe en quelque sorte, est-ce que la pensée en arabesque, la pensée divergente, la pensée qui sort de l'autoroute pour en créer, défricher une autre, c'est pas une caractéristique éventuellement, en tout cas, dans le cadre de l'histoire des femmes d'aujourd'hui? Vaste question. Vaste question, oui. Mais peut-être que je voudrais revenir sur la notion de divergence, en fait, que je trouve très pertinente, en lien avec la notion de révolution. En se demandant en fait comment on fait divergence ou comment on fait révolution, qu'est-ce qui agit. Souvent, quand on parle de révolution numérique, on pense à ces outils qui nous transforment, à la puissance que ça donne, mais on oublie facilement que ces outils, ils sont construits par des humains. Beaucoup de ces outils sont construits par des hommes. Dans le milieu de l'informatique, il y a une masculinisation qui s'est faite en Amérique du Nord, notamment, je dirais, depuis les années... je ne veux pas être précise parce que je ne me rappelle pas exactement comment ça a commencé, mais il y a eu une masculinisation. Il y a des pays où c'est plus balancé. Mais dans la production de ces outils, il y a des imaginaires qui sont placés. Donc, moi, j'aime m'intéresser aux conditions de production, en fait, de ces outils numériques. Et puis, après, aux conditions d'usage, ou plutôt à la façon dont nos usages peuvent être choisis, conscients et éventuellement influencer la façon dont on voit le monde.
Et quand on parle de révolution technologique, par exemple, en fait, une technologie, si on le compare à une technologie, c'est une logique technique, c'est un système, en fait, quelque chose qui est cohérent. Et je crois que c'est important pour comprendre, en fait, en quoi il peut y avoir une révolution ou des révolutions, de s'intéresser aux luttes en cours. C'est-à-dire de considérer, par exemple, la divergence, pas seulement comme une sortie d'autoroute, en effet, une prise de liberté, mais une prise de liberté qui peut être consciente, collective, et qui peut se faire pas seulement comme un chemin de traverse, mais comme peut-être un barrage pour arrêter l'autoroute, puis essayer, ou même vraiment une volonté de construire une voie parallèle qui est plus désirable que l'autoroute polluante. Peut-être ça peut être de créer une piste cyclable, par exemple. OK, d'accord. Donc, peut-être c'est comme ça que j'envisage les luttes technologiques et les luttes féministes. C'est comme des propositions d'alternatives et d'autres visions du monde. Donc, vous l'inscrivez dans le champ de la société, de l'action de la société sur elle-même. Et là, on voit tout de suite poindre des grandes masses d'intérêts contradictoires, évidemment, ou concurrentiels, ou compétitifs, en tout cas. Des grandes masses et aussi des consciences et des visions, des fois qui s'opposent, mais des fois qui sont... il y a une émergence de pensée qui se fait doucement. Je voudrais peut-être faire un lien avec cette question de la dépendance, la dépendance aux technologies, à nos usages intempestifs qui, d'un côté, nous connectent sur le monde, mais qui peuvent complètement nous perdre dans un monde contemporain. Et Hervé Fischer en parlait tout à l'heure, d'ailleurs. Oui, c'est ça. L'ado dans le sous-sol, là, oui. il est complètement dans son monde, mais finalement assez déconnecté. Il dit même dans son livre à un moment, « Heureusement, le vieux monde va le réaccueillir à la sortie du sous-sol. » Oui, c'est ça. Je pense que c'est une question importante, cette possibilité d'être conscient. Est-ce qu'on est conscient? Est-ce qu'on est en contrôle de ce qu'on fait? Je pense aussi à des travaux de Howard Rheingold que j'ai suivi depuis une dizaine d'années. Dernièrement, dans un de ses cours, il enseignait de l'alphabétisation aux technologies. Alors, on pourrait croire que on n'en a plus besoin, on sait tous comment ça fonctionne. Et dans ces cours d'alphabétisation, il essayait en fait de revenir de manière assez radicale à la base, à l'essence de ce qu'on est en train de faire. Et il avait toute une section de son cours sur l'attention. Il appelait ça « Attention 101 ». Comment retrouver l'attention, une conscience de sa pensée, de ce qu'on est en train de faire. Je pense par exemple à la pensée en arabesque qui a pu émerger avec des outils hypertextuels qui viennent renforcer une capacité de penser, comme ça, avec des liens. Mais à force de la renforcer, elle peut devenir complètement instable, se perdre constamment dans des détours. Ça peut devenir très souffrant, en fait. Ça peut vraiment le vertige. Créer un vertige. Donc, j'ai l'impression qu'il y a des enjeux là de se réapproprier nos usages de manière plus consciente, ce qui peut impliquer des restrictions des restrictions choisies, ce qui peut impliquer aussi de faire des choix qui sont pas forcément des choix consuméristes, c'est-à-dire de pas tout le temps s'acheter la nouvelle bidule qui vient de sortir, mais d'essayer d'adapter nos usages à nos besoins, à nos envies. D'un point de vue anthropologique, est-ce que vous pensez vraiment que j'ai comme l'impression que le neuf, l'innovation, la découverte, l'imprévisible, ça nous brûle des fois. C'est très important et c'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle les progrès scientifiques ou techniques. Mais est-ce que l'imprévu nous fait pas peur aussi?
Est-ce que c'est pas une folie, finalement? C'était bien rassurant quand telle cause provoquait tel effet, hein? Et puis il y avait des lois par rapport à ça, hein? On va commencer avec Descartes, même si ça a commencé plus tôt, et puis Hervé Fischer parle de Darwin aussi à un moment. L'imprévu, le surprenant, mais quelque chose qui nous prend par-dessus, hein? C'est pas quelque chose qui nous sous-prend, c'est quelque chose qui nous surprend. Oui, mais je pense qu'on a raison d'avoir peur, en fait. Ouais. Et ce qui nous brûle, peut-être que c'est le neuf, ou en tout cas la course au neuf, l'espèce de... Oui, c'est vite usé, le neuf. Ouais. C'est vite usé, et c'est pas forcément réfléchi, en fait. Je pense que ce qu'il y a d'assez marquant, en fait, dans ce rapport aux technologies numériques, c'est qu'elles sont devenues des biens de consommation. Ça s'inscrit de manière de plus en plus pesante, lourde, dans un monde capitaliste. Un marché. Un marché qui est en course. Et je pense que ce fait-là est presque aussi fort que la nature, on pourrait dire, de l'artefact cognitif. C'est sûr que le crayon et le papier nous amènent à penser autrement qu'un écran et un clavier, mais le fait ou une tablette, mais le fait qu'on est amené à utiliser ces outils parce qu'on nous les vend et qu'ils changent chaque année, et qu'on n'est peut-être pas en mesure de contrôler le fait que notre téléphone nous vibre ou que qu'il y a des publicités qui nous appellent tout le temps. Il y a même un marché qui s'est développé d'économie de l'attention, capitaliste cognitif, en fait, vraiment un marché pour aller chercher cette attention qui fait qu'on se perd. Et comment reprendre une conscience de ce qu'on est en train de faire, mais aussi une conscience de où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi la vision derrière ça. OK, pendant qu'on est sur l'autoroute, on ne fait pas attention, il y a une signalisation, il y a des panneaux publicitaires, et puis on nous empêche justement d'aller dans les chemins de traverse. On nous attire vers un objectif apparemment commun, mais en fait qui est simplement multiple. Et ça serait ça le danger, quoi. Oui, et en fait aussi on nous fait croire que c'est une autoroute, quelque part. Oui, ça fait partie de l'imaginaire de croire que c'est une autoroute. Et c'est d'autant plus important, ça, quand on pense au contenu numérique, quand on pense à ce qui est diffusé. En effet, on a développé une conscience planétaire, c'est très fort. En même temps, ça n'empêche pas que nos médias de réception sont la propriété de certaines compagnies qui peuvent nous surveiller, qui peuvent éventuellement, dans des pays où la censure amène à des emprisonnements, ça fait qu'on se croit libre et connecté, mais en même temps, on devient partie de la marchandise. Mais en même temps, il y a un monsieur Snowden. Oui. Hein, c'est ça, quand même. Hein? La machine se dérègle, l'autoroute ne va plus nulle part, les péagistes sont affolés. Hein? Tout à fait. Et c'est pour ça que je pense que ces divergences, il faut les voir notamment sous forme politique. C'est des luttes qui s'organisent, il y a des activismes technologiques, il y a des activismes médiatiques qui se font avec les armes disponibles, qui ont des conséquences graves pour les gens qui s'engagent. Il y en a d'autres qui sont plus souterraines, qui consistent par exemple à encrypter ces données. Depuis qu'on a vu ce qu'a révélé Snowden, il y a de plus en plus de militants qui savent qu'ils sont surveillés. Ça peut nous encourager à utiliser des logiciels libres, par exemple, pour être plus en contrôle, en connaissance de comment fonctionne notre ordinateur. Ça peut nous amener à développer des solidarités et peut-être des infrastructures différentes. Des communications différentes aussi. Je peux faire une vidéo dans mon sous-sol, je peux aller sur YouTube quand je veux, non? Des communications. Et en fait, je parle d'infrastructures.
j'ai cofondé avec deux amis un groupe de hacking féministe pour continuer dans le féminisme. Okay. Et on s'intéresse à comment se doter d'outils, mais plus largement que ça, de structures collectives, d'infrastructures qui nous permettent de fonctionner le plus possible selon selon nos désirs, selon des fonctionnements désirables. Donc, on avait organisé il y a quelques semaines une journée sur l'autonomie des infrastructures. Et à l'intérieur de ça, on parlait des dimensions logicielles, quels logiciels on utilise pour être plus autonome, mais également des dimensions matérielles. Il y a l'émergence d'espaces féministes, de serveurs féministes. On va pouvoir créer nos sites web, déposer nos vidéos sans qu'elles soient censurées par YouTube, parce que YouTube, c'est une magnifique plateforme, mais il y a des vidéos, je pense en 2012, il y avait des vidéos qui dénonçaient la brutalité policière, et YouTube les a coupées en disant « c'est trop violent ». Comme de par hasard. Ouais. Voilà. OK. Autrement dit, il y a un enjeu derrière toutes ces bébelles, comme on dit, mécaniques, surmultipliées par un marché. Il y a un enjeu social de contrôle de sa vie et de contrôle de l'orientation de l'action de la société sur elle-même. Ben, merci beaucoup. Et puis, on va se diriger tous les deux vers une troisième partie d'échange qui va sûrement être trop courte, tellement elle va être féconde. Merci beaucoup, Anne Goldenberg. Pour nous faire parvenir vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site web pour approfondir le contenu de l'émission et connaître nos suggestions de lecture en lien avec le thème de cette semaine. Alors, en écoutant Anne Goldenberg tout à l'heure, je me disais, on est entre deux pôles. D'un côté, l'attraction, la séduction, avoir les autres, les posséder d'une certaine façon, y compris à travers la technologie, les contrôler. Bon. Autrement dit, on ne regarde pas la télévision, mais c'est la télévision qui nous regarde. Et puis de l'autre côté, l'attention, en un seul mot, et la conscience. Est-ce que c'est ça l'enjeu? Oui, entre l'intensité et être un objet dans le système des objets, comme disait Baudrillard. C'est ça. Oui, oui, c'est... Peut-être que ça a toujours été, mais je ne suis pas sûr de ça. Dans le bouillonnement urbain et des médias actuels, avec le temps social accéléré, on se pose souvent... Enfin, moi, je me pose souvent la question, peut-être que, justement, comme tout le monde, à quel point je suis consommé par le système. Brûlé, autrement dit. Oui. Et à quel point je garde une marge de manœuvre individuelle pour intervenir. Parce que quand on parle du Web 2.0, interactif, c'est peut-être, comme tout à l'heure Anne Goldenberg le disait, une illusion comme l'autoroute, de l'autre côté, à l'autre pôle. Oui. Et oui, c'est un débat, je trouve, très actuel et ça demande une résistance. Parce que c'est probablement ce qui se passe. Mm-hmm. Et aujourd'hui, je crois qu'il y a une responsabilité du philosophe d'intervenir dans ce débat de société de masse, de lieux communs, de manipulation commerciale, technologique, politique, d'une façon un peu désespérée, parce que finalement très solitaire et très impuissante, parce que ce ne serait pas acceptable qu'on ait finalement un système qui nous broie, qui nous utilise. On voit bien que le nouveau marketing nous utilise. Il nous tague, il fait notre profil dans tous les médias, dans tous les réseaux sociaux, il fait notre profil
pour nous manipuler comme acheteur à acheter. Mais peut-être que c'est... moi, je pense à la société chinoise. Entre-temps, nous avons eu la révolution de l'individualisme bourgeois au XIXe siècle. On a découvert l'individu, la psychologie, la psychanalyse, l'anarchisme, etc. Mais dans la majorité de sociétés, on a plutôt un collectivisme. Et donc, je ne pense pas que pour mes amis chinois actuels, l'idée de se rébeller, parce qu'il y a le respect du groupe de la part de l'individu. Tandis que nous, en Occident, nous avons l'impression que nous sommes victimes, possiblement victimes du groupe. Parce que nous avons des réflexes bourgeois individualistes. Ah, mais peut-être c'est plus intéressant, je vais aller jusqu'au bout de la provocation, c'est plus intéressant la pensée collective de la masse, la responsabilité du groupe, et que l'individu devrait être plus modeste. Ça m'amène à rebondir sur ce que Hervé Fischer appelle l'intelligence connective. Il faudrait probablement, dans les formes de résistance, en tout cas je jette cette provocation, il faudrait repenser à penser collectivement. On a parlé global, local, etc. Mais là, or on constate que le monde ordinaire dont on parlait à la pause, là, le monde qui nous écoute, nous-mêmes, n'arrive à se libérer des conditionnements de la marchandisation ambiante que par des résistances de type non pas individuel, mais collective. Oui, j'aime beaucoup les liens entre collectif et connectif. En fait, j'avais fait une installation qui s'appelait Connective. J'aime bien ce lien. Et ça fait écho à ce que j'ai étudié dans ma thèse de doctorat. J'ai étudié le type d'intelligence ou de bêtise, enfin le type de connaissances produites sur les wikis, dont Wikipédia. Et en fait, je m'intéressais notamment aux discussions sur les pages de discussion qui étaient constitutives finalement de la création de connaissances. J'ai rencontré différentes personnes dans le cadre de ma thèse. J'ai aussi rencontré des contributeurs chinois, par exemple, qui voyaient dans cet espace un endroit majeur pour prendre en main la construction, la transmission de l'état des savoirs dans différentes langues. Chaque langue propose des visions différentes. Mais ça m'a amené à voir là quelque chose de l'ordre de lutte épistémique ou épistémologique, de lutte sur la façon dont on présente la connaissance. Donc, une des choses qui a pu amener Wikipédia, c'est que ce n'est plus seulement un groupe d'experts qui produit de la connaissance, c'est une société vraiment élargie. Mais cette société élargie, elle a besoin de discuter, de se mettre d'accord. Il y a beaucoup de désaccords, en fait. Il y a aussi des exclusions. On sait qu'il y a moins de femmes qui participent. Avec des bagarres. Il y a des bagarres, etc. Mais il y a quelque chose qui se produit là, qui n'est pas seulement de la bataille. Il y a des bagarres, mais ce n'est pas seulement des bagarres de la loi du plus fort. Il y a aussi une forme d'intelligence sur la façon dont on discute et dont on produit la connaissance qui se développe. Et je crois qu'il y a des habiletés qui se sont créées sur Internet, sur les réseaux, pour essayer de se constituer des conditions d'intelligence, des conditions de construction de connaissances, en fait. Mm-hmm. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, oui. Mais c'est un peu une vision idéaliste, parce que ça demeure encore assez marginal sur les réseaux sociaux. Il faut bien voir que le milliard de personnes qui sont sur les réseaux sociaux, je pense à Facebook, c'est pour dire I like, comme de l'ice cream. Et là, on a plutôt la boisson gazeuse sucrée. Moi, je compare Coca-Cola et Facebook souvent. Hein. C'est un peu le même genre de boisson ou d'air qu'on respire, ou de boisson qu'on absorbe. Et c'est euphorisant. Et par rapport à une tendance très, très dominante des réseaux sociaux d'aller chercher l'euphorisant, d'aller chercher des satisfactions, des compensations. Parce que, par exemple, si je prends les arts numériques,
Les artistes, théoriquement, sont des gens qui ont une pensée critique, une conscience malheureuse, on va dire, et traditionnellement, il y a eu des courants critiques parmi les artistes très forts. Hein. On pense au désastre de la guerre de Goya ou des choses comme ça. Et puis quand on regarde les artistes numériques aujourd'hui, ils font des installations interactives, ludiques, distractives, et ils s'en vont éventuellement vers les industries culturelles. Il y a quelques-uns que j'aime, ceux que je préfère, mais il y a très peu d'artistes qui vont vers le questionnement, la conscience critique. Et d'une manière générale, les réseaux sociaux, le numérique aujourd'hui, c'est beaucoup une bulle euphorisante dans laquelle on aime aller et échanger. Et ça n'aide pas au moment où on a des débats de société tellement importants, aussi sur les réseaux sociaux, mais surtout des problématiques très difficiles par rapport aux défis technologiques, de la mondialisation, etc. Ça n'aide pas à exercer notre pensée citoyenne responsable. Peut-être que ça compense les débats de société, peut-être que ça compense la souffrance dans laquelle on est aujourd'hui. Bon. C'est aussi un média qui permet d'être connecté à une forme de conscience globale. Il y a beaucoup de choses qui circulent, mais je ne crois pas que c'est un lieu de co-construction de connaissances. C'est un lieu d'échange, de transmission assez rapide, assez superficiel, assez léger, mais ce n'est pas un lieu de co-construction de connaissances. Et aussi, ce n'est pas un lieu qui a été construit de manière consciente pour transformer une vision de la société. C'était un outil de mise en réseau d'anciens élèves d'une université. Et puis, après, c'est devenu un business. Alors, il n'y a pas vraiment de raison pour laquelle un business est un outil de connexion avec ses anciens chums. Vous parlez de Wikipédia. Non, je parle de Facebook. Ah, vous parlez de Facebook. De Facebook. Parce qu'on pourrait dire la même chose pour Wikipédia. Ben, pas tout à fait, en fait. Ben, c'est une encyclopédie. Donc, une encyclopédie, c'est rarement un livre critique. C'est pas un livre critique, mais c'est pas un business. Et ça c'est porté par une communauté. Et je dirais qu'il y a une dimension critique. Donc le but, c'est pas de critiquer. En fait, c'est pas d'amener des nouvelles connaissances. C'est l'état des connaissances. Par contre, dans cet état des connaissances, dans la façon dont on fait état des connaissances, il y a vraiment de la place à être critique. Il y a, par exemple, toute une critique qui a été faite de l'état des connaissances sur Wikipédia qui dit c'est vraiment une vision masculine qui est présentée, il n'y a que des hommes philosophes, il n'y a que des hommes artistes. On va faire des éditotons, du travail massif ensemble pour montrer qu'il y a des femmes artistes, il y a des femmes philosophes, il y a des femmes scientifiques, etc. Il y a quelque chose qui pourrait être fait ou qui commence à être fait sur la vision, la présentation de la connaissance, de la pensée autochtone. J'ai étudié ça un petit peu dans ma thèse. Il y a eu l'ouverture d'un portail sur les autochtones d'Amérique du Nord, mais il y avait très peu d'autochtones qui participaient, donc c'était très folklorisant. On disait par exemple en introduction, on n'appelle plus ces gens des Indiens ou des sauvages parce qu'ils n'aiment pas ça, mais dans tout l'article, ils continuaient à dire donc les Indiens... les sauvages. Donc on voit bien qu'il y a matière à critiquer l'état des connaissances. Il y a vraiment du chemin à faire, mais c'est aussi un espace où c'est possible de le faire. On peut changer et on peut discuter. Moi, je soutiens à fond Wikipédia, évidemment. Et comme tout le monde, j'y suis très souvent. Et c'est normal qu'on n'y trouve pas plus de femmes que dans les dictionnaires Larousse ou autres, parce que l'histoire a ignoré les femmes. Bon. Quand on regarde le nombre de femmes chercheurs, philosophes, médecins, chefs d'État, il n'y en a quasiment pas, quoi. Alors, je suis bien d'accord avec vous, et il faut que ça change, je suis bien d'accord avec vous aussi, mais ça prend du temps. Nous sommes encore tous des machos parce qu'on a tous été élevés comme ça, et c'est les hommes encore qui détiennent le pouvoir d'une façon majoritaire, donc évidemment, ça fait continuer le système. Moi, je suis bien d'accord, j'ai hâte qu'on ait la divergence féminine. Féministe, c'est pas à moi de le dire, mais féminine, oui, parce que là, il y a d'autres manières de penser, il y a d'autres valeurs, il y a d'autres sensibilités qui vont extrêmement enrichir notre diversité culturelle, idéologique.
C'est dommage qu'on ait été unidimensionnel pendant quasiment, peut-être même des millénaires. J'ai envie de vous renvoyer la balle par rapport à Wikipédia, que j'apprécie évidemment beaucoup. C'est extrêmement pratique et en même temps, il y a une dimension militante derrière tout ça qu'il ne faut pas ignorer. Mais c'est aussi une tendance à créer encore une fois une grosse affaire, encore une fois une grosse institution, même si ils n'ont que quelques centaines de salariés qui vivent avec des budgets assez rétrécis. C'est quand même encore, on veut développer une hyperpuissance avec d'autres outils, d'autres modes, alors que, de quoi parlons-nous? On parle de réseau, on parle de capillarité. À la limite, il n'y a plus de première page du journal, il n'y a plus d'éditorial télévisuel. Comprenez ce que je veux dire? Oui. Hein? C'est un monde nouveau où il n'y aura plus de chef parce qu'il n'y aura plus besoin d'en avoir et il n'y aura plus de sauvage non plus. Au niveau de la vision, je parle. Je dis pas que c'est ça qui va arriver, bien entendu. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? On cherche à remplacer des institutions désuètes et dépassées par d'autres institutions et toujours sur le même modèle. Et ce qui fait que l'ancien élève de l'université qui travaillait dans son garage, confère la légende qu'on connaît par rapport à Apple, etc., lui maintenant est devenu l'homme le plus riche du monde. Hein? La parole est aux femmes. Je ne sais pas si le réseau est un modèle plus souhaitable que la communauté. Je pense que les deux sont valables, ont des forces et des faiblesses. Et je crois qu'aussi, des fois, à l'intérieur des communautés, donc, je pense que Wikipédia, les participants se voient comme une communauté, ils se rencontrent. Mais je crois que le contenu est quand même construit de manière assez rhizomatique, avec pas vraiment de première page, justement, pas de hiérarchie qui... en fait, on navigue dans cet espace de manière très hypertextuelle. Il y a de la place, et c'est souhaitable, je crois, à des luttes ou des discussions, des négociations à l'intérieur des communautés. Et je crois aussi qu'il est souhaitable, à l'intérieur des réseaux, qu'il y ait des visions communes, qu'il y ait des espaces publics, qu'il y ait des rencontres qui se créent, qui ne soient pas seulement de la circulation par lien, mais qu'il y ait des cercles peut-être qui émergent. Je trouve ça intéressant qu'on ramène le mot communauté qu'on n'attendait plus. Hein? Alain Touraine vient de sortir un bouquin à un âge particulièrement canonique, 88 ou 9, hein? La fin des sociétés. Et puis là, on repart, on parlait du monde ordinaire, on est ici même dans un studio communautaire. Le mot réapparaît dans toute sa justice et sa justesse. Et c'est vrai, avant on parlait de la lutte des classes et la carte postale c'était de dire la société est organisée en plusieurs classes. Les aristocrates ou les bourgeois, les prolétaires ou la classe moyenne, supérieure ou inférieure. Maintenant, au point de vue sociologique, c'est clair que l'époque des classes sociales est terminée. On est maintenant dans une société de masse ou dans des sociétés de masse. Bon. Et la caractéristique d'une société de masse, c'est qu'il y a une vision globale et puis ce sont des atomes, c'est fragmenté, c'est des petites cellules agrégées. Bon. Et ces petits individus-là n'ont plus le sentiment qu'ils sont autre chose qu'un grain de sable dans une immense masse. Évidemment, les deux pôles fonctionne très fortement dans notre idéologie actuelle. Et c'est un peu comme un tableau impressionniste dont je parlais tout à l'heure. Quand on le regarde de loin, on voit le paysage total. Et quand on met le nez dessus, on ne voit plus que les petites touches juxtaposées, individuelles, quasiment autonomes. Alors, par rapport à la masse, nécessairement, il y a le mouvement qui réagit en créant des petites communautés, des tribus, comme disait. On parle aujourd'hui en sociologie de tribus. Oui. Des petites tribus qui s'enracinent localement
et qui essayent d'exister dans des petits réseaux. Alors on a les deux dynamiques aujourd'hui. Je trouve ça intéressant en fait, parce que les classes sociales, bon, c'était un pis-aller, on ne va pas dire qu'on va les défendre aujourd'hui. La masse, je m'en méfie énormément. On a connu les masses fascistes et puis c'est l'aliénation totale. Il y a des manipulateurs et des grands ordinateurs derrière les masses. Bon. Et donc que l'excès de la masse fasse renaître le local, les racines individuelles et donc les petites communautés professionnelles, d'intérêts de toutes sortes, bon, de génération, etc., c'est un contrepoison nécessaire par rapport à la masse. Et c'est un élément d'équilibre et je crois bien plus, naturellement, à la créativité et j'espère plus dans les petites communautés que dans la masse. Alors, oui, un dernier mot. Oui, un dernier mot. Il y a un autre concept qui émerge aujourd'hui, c'est la notion de commun, qui revient, oui, qui émerge, oui, qui il y a réémerge. un livre en fait. qui est paru d'ailleurs à la dispute il n'y a pas longtemps là-dessus. Il y a plusieurs choses qui émergent sur les communs, en fait. Et je crois que c'est une façon d'aborder la communauté comme un regroupement qui s'intéresse de manière, il me semble, très légitime à qu'est-ce qu'on a en commun qui est précieux, qu'on doit défendre d'une privatisation et qu'on doit conserver, soigner dans la durée. Et je crois que ça peut s'appliquer à différentes choses. Souvent, ça a été pensé pour l'eau, pour des choses vitales. Mais si on élargit à ce qui est vital pour nous, je pense que les connaissances sont vitales. Et aujourd'hui, nos réseaux de communication, nos outils communicationnels deviennent vitaux en tant que médium de conscience globale, médium d'interaction. Je pense que l'idée de les considérer comme des communs et de les soigner comme tels est probablement riche. Merci pour cette conclusion. Il faudrait d'ailleurs presque reprendre un mot qui n'était pas patrimoine, mais matrimoine, pour reprendre l'idée de la conscience féminine. Ben, merci beaucoup. Comme d'habitude, à la fin de l'émission, je ne sors pas des livres dont m'ont gratifié les éditeurs en service de presse, parce que je n'ai pas le temps de lire tout ce qui se paraît et tout ce qui est intéressant. Mais je présente donc des livres que j'ai lus. Alors, on va commencer par vous, évidemment. La Société sur le divan. Toujours des titres très accrocheurs. La divergence du futur, Hervé Fischer. Enfin, tout ce que vous trouvez sur Hervé Fischer, mangez-le, c'est du chocolat mental, c'est très intéressant. Baillargeon, Normand, Stéroïdes pour comprendre la philosophie. Et là aussi, tout ce qu'écrit et produit Baillargeon, qui est un excellent pédagogue. Pour des sujets volontiers abstraits. C'est un titre accrocheur. Hein. Oui, oui, toujours. Toujours. On le comprend d'ailleurs. C'est masculin. L'action communautaire québécoise à l'ère du numérique, Presse Université du Québec, avec un collectif, et j'ai trouvé que ça serait intéressant, d'autant qu'on a parlé du commun et du communautaire. Et puis, terminé par une petite surprise qui n'est jamais très loin de mes papiers, de mes crayons et de mon œil. Serge Latouche, Renverser nos manières de penser, Métanoïa, ça dit bien ce que ça veut dire, Révolution dans la pensée, aux éditions Mille et une nuits. En plus, c'est facile à lire parce que c'est une conversation entre trois honnêtes hommes. Alors, merci beaucoup. Merci à ceux et celles qui nous ont écoutés. On a eu un niveau assez fort de réflexion et j'en suis très heureux. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau dialogue.